Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors aujourd'hui, nous avons la grande chance de nous entretenir avec Olivier Guèze, qui vient de publier aux éditions Grasset un nouveau roman intitulé Mésopotamien. Alors pour cette conversation, j'ai le très grand plaisir d'être accompagné par notre étudiante Ogechi Mbouden, qui vient nous parler donc de ce roman et qui est doctorante en études françaises et francophones dans notre université. Bonjour Olivier Guèze. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes né à Strasbourg en 1974 dans une famille où la science et le soin occupaient une place tout à fait centrale. Votre père étant gynécologue obstétricien et votre mère pédiatre. Alors très jeune, c'est votre grand-mère maternelle qui vous a transmis le goût de la lecture. Après des études à Sciences Po Strasbourg, puis à la London School of Economics, mais également au Collège d'Europe de Bruges, vous êtes tourné vers le journalisme. Vous avez collaboré avec certains des plus grands médias internationaux, parmi lesquels Le Monde, Le Point, The New York Times, Le Figaro ou L'Express, entre autres. Entre 2000 et 2005, vous avez travaillé comme reporter au service économie internationale de la Tribune, menant des enquêtes et des reportages sur l'Europe centrale, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et la géopolitique du pétrole. En 2017, votre travail de longue haleine sur Joseph Mengele, 3 années de recherche acharnée et parfois éprouvante, a donné naissance à votre roman La disparition de Joseph Mengele, ouvrage biographique couronné par le prix Renaudot. Vous avez confié avoir vécu cette écriture comme un véritable affrontement avec un personnage abject dont la médiocrité abyssale vous hantez dans votre sommeil. Alors, votre œuvre est profondément européenne et vous revendiquez des modèles tels que ceux de Joseph Roth, Stefan Zweig, Robert Musil, Milan Kundera ou Franz Kafka. Vous parlez plusieurs langues, parmi lesquelles l'allemand, l'italien, l'espagnol, l'anglais. Vous avez vécu dans de nombreux pays comme l'Angleterre, le Nicaragua, la Belgique, l'Allemagne, Paris, la France donc, et aujourd'hui Rome. En 2016, vous avez remporté l'équivalent du César allemand du meilleur scénario pour l'écriture de votre livre sur Fritz Bauer. Plus récemment, en 2024, après 6 années de travail, vous avez donc publié cet ouvrage, Mésopotamia, ce roman historique consacré à la naissance du Moyen-Orient, porté par la figure fascinante de Gertrude Bell, amie, dites-vous, de Laurence d'Arabie. C'est un semestre important pour vous cette année puisque vous enseignez à l'université de Princeton pour le spring, pour le printemps 2025. Et donc nous sommes absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission de French Press. Alors une fois n'est pas coutume, en général on commence par parler évidemment du texte lui-même, mais une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous inviter, si vous voulez bien, à revenir sur votre situation actuelle, sur cette expérience à laquelle je viens de faire allusion, cette expérience donc à l'université de Princeton. En effet, vous êtes l'invité, comme je viens de le dire, pour un semestre de cette université et vous tenez dans Le Point une chronique régulière, un journal américain, n'est-ce pas, afin de revenir sur cette expérience et ce que vous percevez des États-Unis dans ce moment dont on s'entendra sans doute à dire c'est un moment charnière dans l'histoire américaine. Alors comment ce séjour américain nourrit votre réflexion d'écrivain sur la culture, le pouvoir et les contradictions de l'Amérique contemporaine. Et en particulier, vous arrive-t-il de voir des parallèles possibles entre l'empire américain actuel et les empires que vous décrivez dans ce roman mésopotamien? Waouh, quelle première question. Alors, on attaque fort, enfin, je ferai sur le... Il n'y a pas d'apéritif. Non, exactement. Écoutez, moi, non, je suis ravi de cette expérience. J'avais jamais enseigné jusqu'ici, donc là, j'ai plongé directement dans le grand bain. C'est assez fascinant, ça demande beaucoup de boulot. Mais je trouve ça très intéressant. J'aime bien cette expérience, la transmission, la rencontre. Et puis, ça me fait beaucoup bosser aussi, notamment puisque j'ai un cours sur l'histoire de la culture européenne. Donc, vraiment en lien avec ce que j'ai pu faire par le passé. Et j'ai un dictionnaire amoureux de l'Europe aussi à écrire dans les années qui viennent. Donc c'est parfait. Au-delà de ma petite personne, effectivement, être aux États-Unis, vous avez qualifié la période de charnière, est quelque chose d'assez fascinant, d'assez angoissant aussi, parce que on sent qu'il y a une bascule. On sent qu'il y a une bascule, mais c'est une bascule assez étrange qui n'a rien à voir avec la bascule que certains pays européens ont pu connaître au XXe siècle, avec quelque chose d'extrêmement violent. Là, on a l'impression que c'est fait d'une manière assez intelligente, en s'en prenant à quelques institutions ou à
quelques personnes qui, en fait, ne vont pas, on va dire, en s'attaquant à ces personnes, à ces institutions, ça ne va pas provoquer de tollé, mais on sent au fur et à mesure que le pouvoir grignote, en fait. Et ce qui m'étonne beaucoup, tous les gens que je croise, personne ne parle jamais de politique ici. C'est très étonnant. Compte tenu de la situation, dans un pays comme la France ou d'autres pays européens, je pense que les gens en parleraient beaucoup plus. Et là, en fait, si je ne pose pas la question, en fait, personne n'en parle. Donc c'est vraiment un moment très, 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 très étonnant. Et j'en viens parfois à me demander si l'Amérique n'est pas taillée pour affronter des crises économiques et financières avec cette idée de toujours rebondir, même lorsqu'on tombe, et une inexpérience fondamentale vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des crises politiques de cet ordre-là, qui, à mon sens, enfin, c'est la première de ce genre-là, en fait. En tout cas, voilà Et mes sensations au bout de 2, 3 mois ici. est-ce que vous avez une théorie au sujet des causes possibles de ce silence des Américains sur la réalité politique de leur pays? Moi, j'en ai une personnellement, mais je serais curieux d'entendre ce que vous pensez sur cette question. Faisceau, on peut parler du malaise de la civilisation de Freud, cette idée quelque part que finalement il y a une insatisfaction croissante et quelque part un effet de loupe sur les choses qui vont qui vont mal ou pas bien, alors que globalement, si on prend de la distance, les choses vont pas si mal dans ce pays, même s'il y a des gens qui souffrent, évidemment. Je crois qu'au fond, ça c'est ma propre idée, je pense que l'Amérique ne s'est jamais remise de ce qui s'est passé entre 2001 et 2008. C'est-à-dire que les trois piliers fondamentaux de la puissance américaine, à savoir l'inviolabilité du territoire, a volé en éclats avec le 11 septembre, l'inviolabilité de la puissance militaire américaine avec les échecs de l'Afghanistan et de l'Irak, et quelque part les Américains ont été ridicules en mentant, quelque part la puissance financière, avec l'écroulement quelque part d'un modèle. Et je pense que depuis, les États-Unis tâtonnent et s'en sont remis à une espèce de figure paternelle, violente quelque part, pour avec comment dire, avec cette idée finalement de se projeter dans l'avenir en fantasmant sur un passé qui n'a jamais eu lieu. C'est un phénomène assez étrange. Après, il y en aurait d'autres, hein, mais après, notamment si on entre un peu dans la politique américaine, les démocrates ont fait énormément de bêtises, ont laissé tomber des catégories entières de la population et se sont concentrés sur des choses qui, au fond, n'intéressaient pas grand monde quelque part, ont trahi leur identité première. Bon, tout ceci est passionnant et on pourrait tout à fait consacrer l'intégralité de notre entretien à ces questions, mais si vous voulez bien, voilà, et si vous voulez bien, on va parler d'un autre empire, l'empire dont vous parlez dans Mésopotamia. Alors justement, continuons à rentrer dans le vif du sujet et parlons un petit peu de votre héroïne, Gertrude Bell. Vous avez choisi de faire de cette dernière une figure centrale de votre roman, donnant corps ainsi à une personnalité véritablement complexe, à la fois visionnaire, mais certainement tragique également. Alors pour nos spectateurs qui n'ont peut-être pas encore lu votre roman, pourriez-vous revenir rapidement sur son parcours, sur ce qui fait d'elle, à votre sens, un personnage historique, peut-être méconnu, mais que précisément vous ramenez à la lumière? Et par ailleurs, pourriez-vous nous dire de quelle façon, dans votre travail d'écriture, vous avez abordé la question de la responsabilité individuelle face aux bouleversements historiques qu'elle contribue à façonner? Alors, Gertrude Bell, en quelques mots, est une femme extraordinaire au sens premier du terme. Elle est la rejetonne d'une des familles les plus riches de Grande-Bretagne, une famille qui a fait fortune grâce à la première révolution industrielle. Elle a étudié à Oxford l'histoire moderne, ce qui était rarissime à l'époque. Elle a été exploratrice, elle a été alpiniste de très haut niveau. Une montagne porte son nom d'ailleurs en Suisse, dans la région de Berne, la Gertrudspitze. Elle a été archéologue, elle a été espionne et surtout, elle a joué un rôle fondamental dans la création du Moyen-Orient moderne après la fin de la Première Guerre mondiale et la disparition de l'Empire ottoman. Et on peut dire sans exagérer qu'elle est la mère de l'Irak moderne. Donc c'est un parcours absolument exceptionnel et à travers cette figure étonnante, assez tragique aussi, j'ai voulu en fait raconter la création du Moyen-Orient moderne, c'est-à-dire la matrice du monde moderne.
Et dans quelles circonstances cette figure est-elle venue à votre connaissance? Parce que j'ai cru lire, j'ai cru comprendre que c'était un roman auquel vous avez consacré de nombreuses années de travail, de recherche. Je suis curieux au sujet de l'événement qui a peut-être provoqué votre intérêt premier pour cette figure. Eh bien, j'ai croisé pour la première fois Gertrude Bell dans les semaines qui ont précédé la guerre en Irak en 2003. Donc, j'étais journaliste à l'époque, je m'occupais du Moyen-Orient, des affaires pétrolières, et donc je suivais ça au quotidien. Et elle a été exhumée quelque part par les journaux britanniques, puisque l'Angleterre était aux côtés de l'Amérique de George Bush à l'époque. Et un ou deux articles, je me souviens avoir découvert son parcours et en avoir parlé d'ailleurs à un ami un soir en disant que ce serait une formidable figure de roman. Donc, elle devait quelque part occuper un petit espace dans mon cerveau. Et puis, à la faveur de la lecture du roman de Jean Rollin, Ormuz, elle est apparue sur une page. Et là, tout d'un coup, il y a eu vraiment rang a bell, sans faire de mauvais jeu de mots. Et j'ai couru chez Grasset, j'étais parti sur autre chose, en montrant une photo très, très particulière qui était la photo de la conférence du Caire qui s'est tenue en mars 1921 où les Britanniques ont dessiné les frontières du Moyen-Orient moderne. Et donc il y a une photo de groupe à la fin de cette conférence. Donc ils sont tous là. Il y a Churchill qui à l'époque est secrétaire aux colonies. Il y a Lawrence qui est son espèce de chef de cabinet derrière lui. Et puis à l'extrême gauche, vous avez une femme parmi 40 hommes, les fameux 40 voleurs de Churchill. Et donc j'ai couru chez Grasset, j'ai montré cette photo, j'ai dit je vais raconter l'histoire de cette femme, je vais vous expliquer qui est cette femme, pourquoi elle est sur cette photo et comment le Moyen-Orient moderne est né. Donc ce roman, Mésopotamia, est né comme ça. Alors, votre roman semble parcouru par une véritable méditation sur la fragilité des empires, des civilisations. Méditation qui Mhm. m'a souvent fait penser à l'œuvre de Chateaubriand qui revient de manière presque obsessionnelle, n'est-ce pas, sur la disparition, soit l'Empire amérindien, l'Empire français en Amérique du Nord, la présence amérindienne en Amérique du Nord, par exemple, mais également au Moyen-Orient, vous connaissez vous-même très bien. Dans quelle mesure cette conscience de l'éphémère, de la fragilité des civilisations a orienté votre écriture et en quoi vous paraît-elle éclairer certaines des tensions du monde actuel? Je crois que c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. En fait, ma première introduction à Gertrude Bell, sans Gertrude Bell, c'était il y a presque 30 ans maintenant, justement, quand j'étais étudiant en master à la London School of Economics. J'avais un cours qui s'appelait The Politics of Empire and Post-Imperialism. Et donc, on étudiait à la fois les différents empires, mais surtout toute une théorie des empires. Et à l'époque, les empires n'intéressaient plus personne. Et c'était un cours assez révolutionnaire qui était absolument fascinant. Et donc, depuis, en fait, j'ai toujours dû être fasciné par cette idée d'empire. J'ai une véritable fascination, par exemple, pour l'Empire austro-hongrois, qui n'aurait jamais dû disparaître en Europe, par exemple. L'Empire ottoman, sur lequel j'avais fait mon mémoire, justement, la London School of Economics. Et donc, depuis quelque part, je dois appréhender l'histoire ou les événements à travers cette idée d'empire. L'empire étant, au fond, la forme la plus traditionnelle de gouvernance à travers les âges. Les États-nations sont extrêmement récents, ont 200 ans ou un peu plus pour les plus vieux, on va dire, mais qui ne correspondent assez peu à la réalité historique. Et on voit bien qu'il y a des régions du monde qui ne fonctionnent que par empire. C'est-à-dire que le Moyen-Orient, on voit bien, c'est une succession de guerres sans fin à cause de frontières artificielles. Le Moyen-Orient n'avait jamais connu que des empires. L'Europe centrale aussi, d'une certaine manière. Et donc l'apparition de ces États-nations a fondamentalement déstabilisé et affaibli ces régions. Et on le voit bien aujourd'hui dans le monde de 2025, avec la formation de nouveaux empires ou la réémergence de vieux empires. On a l'empire russe est toujours là, l'empire chinois est toujours là, l'Amérique est désormais un empire. Et si l'Europe veut sauver sa peau, probablement qu'elle devra elle aussi réfléchir à cette notion d'empire, en tout cas se coaliser véritablement. Donc c'est un retour des empires pour peu qu'ils aient jamais disparu. Et puis par ailleurs, en Europe occidentale, en Angleterre, en France notamment, il y a la question post-impériale, qui est une question immense, et sur laquelle on réfléchit pas mal ces derniers temps, mais je trouve que finalement, j'avais envie de raconter
ce qu'a été le quotidien dans une partie du monde à une certaine époque du plus grand empire de l'histoire. Et quelle était la vision du monde de ces gens-là? Et comment est-ce qu'ils interagissaient avec le milieu autour d'eux? Euh, je pense qu'en lisant mon livre, on peut à la fois, enfin, je laisse une grande liberté au lecteur. Ça, c'est toujours très important chez moi de ne jamais surligner, c'est-à-dire d'essayer de recréer l'atmosphère d'une certaine époque, de recréer le langage, de recréer la vision du monde. Et à partir de là, chacun est libre, justement, de juger, de réfléchir, de ressentir. Et si à travers Mésopotamia, j'ai pu inciter certaines personnes à réfléchir justement à cette notion d'empire, à comment ça s'est fait, et qui étaient les acteurs aussi, d'où l'intérêt de m'intéresser à évidemment un personnage comme Gertrude Bell, mais aussi à Lawrence, mais aussi à Churchill jeune, à quelques autres personnages très importants de ce livre qui s'appelle Wilson ou Percy Cox. J'aurais réussi quelque chose, je pense. Alors votre récit donne à entendre des voix multiples, entre récits intimes, évocations historiques et également méditation sur la mémoire. Comment avez-vous pensé justement l'équilibre entre ces registres et que souhaitez-vous transmettre au moyen de cette polyphonie narrative, peut-être par-delà cette liberté interprétative laissée au lecteur à laquelle vous venez de faire allusion? Mais justement, la pluralité des points de vue montrait, par exemple, quelque chose qui a quasiment disparu, c'est-à-dire que ces personnages, tous, vous remarquerez qu'ils sont quasiment tous célibataires, c'est-à-dire qu'ils vouent leur existence à l'Empire. Ça nous paraît assez farfelu aujourd'hui, en tout cas en Europe occidentale, où on a à peu près tout déconstruit, mais ces personnages-là, leur vie, c'est l'Empire, c'est servir l'Empire. Un exemple parmi d'autres. La curiosité de ces personnages, leurs contradictions, c'est-à-dire cette vision du monde à partir de leur balcon. Les Anglais regardent le monde d'un balcon extrêmement élevé. Gertrude Bell a une arrogance immense, tous les préjugés de l'époque ou presque. Et donc, la, la, la proximité finalement de ces personnages et également leurs contradictions, je trouvais que c'était assez fascinant à raconter. Et finalement, il y a assez peu de livres dans les pays occidentaux, dans les pays européens qui s'attachent vraiment à ces thèmes-là. Je trouvais que c'était intéressant de revenir à la base de la question impériale, post-impériale, décoloniale, post-coloniale, appelez-la comme vous voulez, ce qui anime beaucoup de débats en Occident ces derniers temps. Je crois que précisément les questions de Ogechi portent sur ces thèmes-là particulièrement, et c'est donc pour cela que je vais lui laisser la parole afin qu'elle continue l'interview avec nous. Ah, merci. Bonjour. Bonjour. Pour ma première question, les étudiants avaient le choix entre plusieurs livres ce semestre et j'ai choisi Mésopotamia en raison de sa couverture et son titre. J'appréciais particulièrement la fiction historique. Avant de reprendre mes études, j'en lisais beaucoup. Sans, sans rien savoir du livre, j'ai présumé que le roman raconterait l'histoire de la région à travers le regard de ses habitants. J'ai été surprise de découvrir que vous adoptiez le point de vue des impérialistes. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce personnage pour incarner votre récit et quelles sont les œuvres appartenant au genre du roman historique qui ont pu vous servir de guide ou de modèle dans votre propre travail? Alors, comme je vous l'ai expliqué, la figure de Gertrude Bell ce qu'elle m'a fasciné. En tout cas, elle m'a énormément intéressé. Donc, il y a plus de 20 ans quand je l'ai découverte et je trouvais intéressant de raconter cette histoire-là de son propre point de vue, en fait. Euh, Parce que son point de vue est extrêmement complexe. C'est une femme qui est à la fois et impérialiste et arabiste. Et elle pense avoir trouvé la formule magique quelque part. Que à la fois en servant l'Empire, puisque c'est une fonctionnaire zélée de l'Empire britannique, eh bien, on servira les intérêts des Arabes, et qu'une espèce de symbiose anglo-arabe émergera et permettra à la région, et notamment à ce nouveau royaume dont elle a dessiné les frontières, dont elle a nommé le monarque, dont elle a dessiné le drapeau,
dont elle a composé ethniquement la population, eh bien, ce nouveau royaume parviendra à la modernité sous l'égide des Britanniques. Et je pense que là, on est au cœur vraiment de la problématique impériale et de la vision du monde de l'époque. Et donc, je trouvais très intéressant de raconter cette histoire-là par ce biais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'avoue que je veux bien que vous me reposiez la question. Roman historique qui avait pu vous servir de modèle dans votre travail. Pardon, pardon. Alors, de modèles, disons qu'il y a eu des influences. Je pense que la première influence, et qui remonte déjà à l'époque de la disparition de Mengele, c'est le roman de Truman Capote, De sang-froid. L'histoire n'a absolument rien à voir, les histoires n'ont rien à voir, mais il n'empêche que ce qui est intéressant chez Capote, c'est l'idée de la trajectoire. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la fiction, de l'écriture fictionnelle, mais on raconte l'histoire, le parcours, les trajectoires justement de personnes ayant existé. Est-ce que dans 200 froid, Capote invente certaines choses? C'est possible, mais à la rigueur, je m'en fiche. C'est-à-dire que à la fin du livre, j'ai compris certaines choses, j'ai perçu certaines choses, j'ai perçu la trajectoire des deux tueurs du Kansas. Je pense que après avoir refermé Mésopotamia, on a une idée très précise de la trajectoire de Gertrude Bell, comme on avait une idée très précise de la deuxième vie de Joseph Mengele en Amérique du Sud. Donc ça, c'est une inspiration. J'ai beaucoup lu de fiction quand je préparais le Mésopotamia, écrite, des livres écrits entre 1880 et 1930, c'est-à-dire au moment où se déroule la vie de Gertrude Bell, euh, pour que ça devienne quelque part que j'ai comme une espèce de réflexe, c'est-à-dire en baignant dans cette époque-là, et au fond, on se rend compte que ce soit un roman de Théodore Fontane écrit en Prusse à la fin du 19e siècle, un roman britannique ou un roman français, au fond, on retrouve un univers extrêmement proche, qui est celui évidemment de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Peut-être deux, trois livres qui m'ont particulièrement marqué, mais qui ne sont pas des modèles puisque ça n'a rien à voir. Il y a deux livres de E.M. Forster, l'écrivain britannique. Il y a A Room with a View, qui raconte extrêmement bien les relations hommes-femmes avant la Première Guerre mondiale, en Grande-Bretagne, même si l'intrigue se passe en Italie. Et on voit bien au fond qu'on est encore dans une espèce d'amour courtois qui n'a pas beaucoup évolué. Et puis 15 ans plus tard, autre source d'inspiration, en tout cas un livre extrêmement intéressant, c'est L'amant de Lady Chatterley, de l'autre Lawrence. Et là, on voit bien qu'on a basculé dans quelque chose de tout à fait différent. Et une femme comme Gertrude Bell, qui est très marquée par les idéaux victoriens, qui est totalement empêchée par son éducation victorienne, ne peut pas trouver sa place dans une société telle qu'est devenue la société britannique ou française d'ailleurs, d'après la Première Guerre mondiale, et qui illustre en fait la violence ou l'érotisme tout à fait assumé de l'amant de Lady Chatterley. Un autre bouquin d'E.M. Foster, ce serait Passage to India, qui raconte très bien justement, qui décrit très bien les milieux coloniaux quelque part. Et toutes les contradictions, il y a plein de personnages, il y a ceux qui se sentent proches des Indiens, il y a le colonial, l'impérial, l'impérialiste pur et dur. Et donc c'était assez intéressant justement pour comprendre les mentalités. Souvent, la lecture de romans est aussi, voire plus utile que la lecture de livres d'histoire pour percevoir une période. Merci. Ah, donc, ma deuxième question. La quatrième couverture souligne que Gertrude Bell fait partie de ces femmes que l'histoire a effacées au profit des figures masculines comme Lawrence Mhm. d'Arabie, mais sa trajectoire est aussi indissociable de l'histoire du colonialisme et de l'impérialisme. Selon Mhm. vous, que convient-il de retenir aujourd'hui de cette époque, en particulier depuis une perspective coloniale? La perspective coloniale, on va essayer de réfléchir un peu. Euh, il y a deux choses. On a déjà parlé des empires, et puis dans l'histoire des empires, il y a une phase très différente qui s'appelle l'impérialisme.
C'est ce moment à la toute fin du 19e et au tout début du 20e siècle où quelques empires européens considèrent que le monde leur appartient et qu'il s'agit de le découper entre eux. Et donc là, on est dans une toute autre perspective que les empires coloniaux du 17e, 18e siècle. Et la vision des indigènes, entre guillemets, comme on disait à l'époque, varie fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pulsion immense, une envie de conquête, une violence immense de ces empires-là. Et c'est ce que j'ai aussi voulu raconter. C'est-à-dire que le roman est à cheval entre cette phase intense, aiguë de l'impérialisme, et puis dès la fin de la Première Guerre mondiale, on sent que ces empires sont en train de vaciller. C'est-à-dire qu'ils appartiennent déjà à une autre époque. Donc, c'est ça que j'ai voulu raconter. C'est ce moment très précis de l'histoire, dont les conséquences sont immenses pour les sociétés européennes aujourd'hui. Les sociétés américaines, c'est encore une autre problématique. Mais en tout cas, par exemple, pour des sociétés comme la française ou la société anglaise, on n'en sort pas quelque part de la question coloniale. Et donc moi j'ai voulu revenir à l'origine de de cette aventure-là quelque part, donc qui structure une bonne partie du débat aujourd'hui. Ah, merci. Et ma dernière question, tel que défini par Edward Said, l'orientalisme est d'abord concentré sur le Moyen-Orient avant de se Mhm. déplacer, semble-t-il, vers l'extrême-orient dans les préoccupations contemporaines. À votre avis, comment expliquer cette évolution et que révèlent-elles les tensions géopolitiques et culturelles aujourd'hui? Moi, j'ai voulu jouer avec les codes de l'orientalisme dans ce livre. C'est-à-dire, je flirte toujours avec l'orientalisme. Et ne serait-ce que la couverture est orientaliste. La couverture est aussi une copie du paquet de cigarettes Camel. Simplement, il y a Gertrude Bell sur le chameau des cigarettes Camel. Donc moi, je trouvais intéressant de jouer avec ces codes-là. Et je pense qu'on peut jouer avec ça aujourd'hui. Je pense que il y a enfin, tous ces sujets peuvent être pris finalement quelque part dans tous les sens, d'une certaine manière, et qu'il faut pouvoir en discuter à peu près tranquillement. Quand je vois les débats en France sur l'Algérie, la guerre s'est terminée il y a plus de 60 ans, et on a l'impression qu'elle s'est terminée l'avant-veille. C'est-à-dire qu'il y a un moment là, oui, toutes les paroles doivent être audibles, et ça, c'est une première chose. Évidemment qu'il y a des représentations de l'Orient dans la littérature occidentale, dans la peinture, évidemment, notamment en France, il y a toute une tradition de la peinture orientaliste, mais je crois que, au fond, tout ça n'est qu'une question de pouvoir et de puissance. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire avec une certaine distance, on se rend, par exemple, les Européens étaient en position de faiblesse au Moyen Âge vis-à-vis. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours des représentations. C'est-à-dire que le plus fort impose toujours sa vision du plus faible, quelque part. Et donc, au fond, c'est un trait commun de l'histoire. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vis-à-vis de l'extrême-orient, je pense qu'il y a toujours eu des échanges. Alors c'était plus loin, mais il y a une forte influence de l'Asie, ne serait-ce que par le commerce en tout cas de l'Asie de l'Est ou du Sud-Est, dès le Moyen Âge, dès la Renaissance, avec énormément de caravanes commerciales, l'influence du japonisme, par exemple, sur la peinture occidentale. Donc il y a des échanges. Il y a des échanges. Et je pense que, justement, ces représentations, quelquefois, peuvent contribuer aux échanges. Si vous prenez les tableaux de Delacroix, par exemple, je trouve absolument rien de choquant, même si Delacroix est un orientaliste à sa manière. Il y a une représentation, bien évidemment, une part de fantasme, mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, tant que ça se limite à ce genre de choses. C'est-à-dire que ça fait partie des interactions. C'est-à-dire on ne peut pas se couper des interactions. On est obligé d'avoir un échange commercial, un échange culturel, et c'est comme ça que les peuples apprennent à se connaître et je pense, s'enrichissent. En tout cas, l'histoire de l'humanité, lorsqu'elle s'enrichit, c'est quand justement les populations se croisent et échangent à tout point de vue. Merci. En effet, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre émission, Olivier Guest. C'était un grand plaisir de vous entendre parler. Benjamin, merci à vous. Non, merci beaucoup de vous entendre discuter donc de ce roman, Mésopotamia, paru
l'année dernière aux éditions Grasset. Et merci infiniment aussi à Ogechi de nous avoir rejoints pour cette conversation. Nous reviendrons très prochainement avec de nouveaux entretiens, de nouvelles chroniques littéraires qui paraîtront sur nos réseaux sociaux, sur le site de la Villa Albertine également, en particulier sous le titre French Press en bref, afin de présenter un regard incisif sur une œuvre littéraire française francophone récente. En attendant la publication de ces prochains entretiens, n'hésitez pas à revoir nos précédentes publications et allez les voir en particulier sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec French Press. Merci encore.